They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. 2,08 m et 110 kg de muscles, ça rigole pas à la salle. Clint Capella est un monstre physique et surtout l'un des meilleurs intérieurs de NBA. De Chalon à Atlanta, le joueur des Hawks se livre sans détour au micro de Hype. L'ère des super teams est révolue en NBA. C'est Damian Lillard qui le dit. D'accord ou pas d'accord avec la star des Blazers? En 2024, les Jeux débarquent dans la capitale. Selon vous, qui de la France ou des États-Unis est le pays le plus sportif? Formation, résultats, ambition, c'est notre débat de la semaine. Il vient de dépasser la barre des 18 000 points avec le maillot de Portland, sa franchise de toujours. Damian Lillard est un tueur et surtout à 3 points. Fait-il partie des meilleurs shooters de l'histoire de la Grande Ligue? C'est notre focus. Hype, épisode 11, saison 2. Allez, Hype, épisode 11, le dernier épisode de cette année 2022. On va se faire une heure de basket américain. Vous en avez l'habitude avec des hommes un petit peu de rouge vêtus aujourd'hui. Ils attendent le Père Noël avec impatience. Il y en a un qui est à ma gauche, c'est Angelo. Comment il va? Il va très bien. Je sais pas si on les voit à l'écran, mais j'ai 3 petites lumières qui s'allument pour aller avec Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Voilà, donc c'est bon. Là, magnifique le plan large, merci beaucoup. Bon, et es-tu l'elfe de Fred Weiss? Parce que Fred Weiss, c'est plutôt notre Père Noël de chez Hype. Hein. C'est ce que j'allais dire, moi je l'attends pas le Père Noël, c'est moi. C'est toi? Bien sûr, Ok. ça se voit. C'est un honneur d'être l'elfe de monsieur. Bon, bah bienvenue, enchanté, monsieur le Père Noël. Et les Américains aussi ont joué le jeu. Un homme qui a un chapeau là du côté de San Francisco, c'est Melvin. Il est très très curieux d'ailleurs. J'ai pas eu le temps d'avoir un ugly sweater, du coup je suis parti sur ça. Vous aimez, non? C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bien, hein. Oui, ça te va mieux qu'à nous d'ailleurs. Après Zorg, l'elfe à l'envers. Exactement. Du côté de New York, Antoine aussi, du côté de New York, on l'a dit, mais surtout bien habillé. Yeah. Will Ferrell, c'est ça, hein? Oui, Elf. Le vrai, le plus bon. Bon, tout le monde est là. On va, avant de lancer cette émission, vous présenter un livre qu'on va vous faire gagner en jeu concours, Les légendes du basket. Pour gagner ce formidable livre qui est paru aux éditions Larousse et écrit par Rodolphe Gaudin, avec une préface d'ailleurs de Rudy Gobert, il va falloir nous envoyer vos meilleures photos sur Twitter. Il est beau, hein, en tout cas, les couleurs et tout. Exactement, il est pas mal, c'est vrai. Écrit par Rodolphe. Moi je trouve ça bien pour Noël. Franchement, C'est pas mal. Franchement, c'est magique. C'est magique. Allez, oula, pardon, on va rester pour dans le le cadre. plan. Exactement. Vos meilleures photos de Noël, en pull de Noël, ce que vous voulez, déguisé, maquillé, vous nous envoyez ça sur Twitter. Faut élever le niveau, là. Exactement. Là, faut élever. Et la plus belle photo sera récompensée. On vous donnera bien sûr les résultats du jeu concours la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous, faites-vous plaisir et vous repartirez avec ce formidable bouquin. Et on va même doubler avec un t-shirt. C'est Noël, hein, faut de y aller, notre, ouais, exactement, de notre partenaire Derby Ball. Voilà, les t-shirts estampillés NBA. Hein, vous reconnaissez Rodman, Pippen et Jordan. Ça fait double header, double cadeau pour cette semaine, pour vous faire plaisir. Voilà, ça c'est dit. C'est parfait. Propre. C'est propre. Eh ben, on lance cette émission avec le hype ou pas hype. Alors c'était la finale de la Coupe du Monde, hein. Je vous apprends rien, il y a quelques jours. Victoire de l'Argentine dans un match plutôt spectaculaire. Il faut savoir que Messi, foot, on connaît, mais basket, Argentine, ça marche aussi pas mal. Quand on parle justement de l'Argentine et du basket, quel premier nom comme ça vous vient à l'esprit ? Moi j'ai un peu honte, parce que normalement ce serait Ginobili évidemment, mais moi c'est Scola qui vient en premier. Scola, parce l'intérieur que, de Houston. Pour l'avoir fréquenté beaucoup en Liga ACB, un joueur incroyable, pas très grand, mais qui a eu une carrière tellement longue, tellement fort. Encore une fois, pas surdimensionné, j'allais dire presque sous-dimensionné pour son poste, mais quand même en NBA, il a fait des gros cartons, donc joueur incroyable. Scola. Pepe Sanchez. Pepe Sanchez. Oh, je l'avais pas. Oh, Pepe. Ouais, Oui. Pepe. Mais non, mais c'est le profil du joueur, c'est la petite papa de gauche, c'est le nom, c'est. Carlos Delfino, non, pour le shoot, toi qui as shooté un peu partout. J'adore Carlos Delfino. Il y avait Nocioni, il y avait. Walter Herman.
Walter Herrmann, Si tu effectivement. veux, il y avait quand même une Il y a sacrée- quand même, il y a un vrai il y avait une contingent équipe. de- C'est la génération 2004 et c'était les JO d'Athènes. Génération Donc, dorée. Ouais, la génération dorée. Donc c'était quand même quelque chose qui a tout de même marqué mon esprit. Puis c'est difficile quand on est amateur de basket de ne pas apprécier l'Argentine à sa juste valeur. En tout cas, dans cette génération, il y a eu la Grèce, il y a eu la France, et il y a eu l'Argentine. Et elles ont Ils sont leurs beaucoup équipes. plus classe au basket qu'au foot, hein, d'ailleurs, hein, les Argentins. Ouais, on peut Parce que- même dire ça. ouais. honnêtement, vraiment beaucoup de classe, cette équipe d'Argentine. Ouais. En Que des basket, messieurs, des vraiment vrais monsieur. que des vrais monsieur, effectivement. Oberto, on n'a pas parlé d'Oberto, On n'a un pas. vrai monsieur aussi. Ouais. Mhm. Mais concrètement, quand tu vois l'équipe de foot, ça fait beaucoup moins rêver. hein. Ouais, c'est Bonucci. différent. Bah, surtout quand tu vois le gardien qui est en train de se toucher avec son gant, c'est un peu moyen, quand même. Ça a marqué Fred, ça. Ouais. Effectivement, c'était une image un peu particulière. Moi, je me tourne vers Antoine qui a vu Prigioni arriver en NBA à 35 ans. Donc, l'arrière qui fait partie de cette génération dorée, hein, bien sûr, champion olympique en 2004. Qu'est-ce qu'on en a pensé de Prigioni quand il était encore un joueur NBA il y a peut-être de ça 3 à 4 saisons? Ouais, ça fait un petit moment, mais il est encore dans le coin. Il travaille notamment avec le syndicat des joueurs. On le voit régulièrement sur le bord de parquet du Barclays Center, du Madison Square Garden. C'est quelqu'un qui est encore impliqué. Moi, ce que je me rappelle, c'est de sa roublardise. Il avait cette spéciale sur les remises en jeu après les paniers. Il arrivait à faire la petite interception qui allait bien et tout. Et vrai meneur, ce qui fait toujours plaisir du côté de New York. Après, il y a si je me rappelle bien, il y a eu des blessures, des choses comme ça. Il n'a pas toujours pu être là. Mais c'est quelqu'un que personnellement j'apprécie et je suis ravi aussi des noms qui ont été mentionnés parce que cette génération argentine nous a vraiment fait plaisir sur le basket international. Melvin, Manu Ginobili, ça te parle? Tu l'as sûrement vu jouer côté conférence Ouest des États-Unis. Quel joueur ça a été sur le plan du jeu, mais surtout au niveau de l'aura, Manu Ginobili? Bon, au niveau de Laura, je pense que déjà c'est quelqu'un qu'il ne faut pas l'oublier, qui a accepté d'être mis sur le banc et de jouer le rôle de sixième homme pour le bien de cette équipe des Spurs. C'est quelque chose, je pense, qui a un peu donné le ton à NBA. On a vu d'autres joueurs après le faire, comme Iguodala maintenant pour les Warriors. Moi, ce que je garde pour Ginobili, c'est que partout où il allait, il y avait toujours une caravane de fans argentins qui étaient là avec les maillots, avec la même passion qu'on a vue dimanche, C'est la même, hein. qui était là. C'est la même qui le suivait partout. Yeah, c'est impressionnant. Bon, revenons un peu sur l'actualité World Cup pour faire un petit peu le lien. Ça a été suivi aussi par les basketteurs NBA, notamment LeBron James. Et ce qui a vraiment accaparé un peu l'attention, c'était le duel entre les deux numéros 10, donc Messi et Kylian Mbappé. Et ça a tweeté. On va vous montrer quelques images. LeBron James qui, waouh, Mbappé. Il y a aussi Nicolas Batum, What This Game, Kylian. Qu'est-ce qu'on a encore James Harden qui disait le GOAT c'est Messi ou un truc comme ça, je crois. Oui, bon, James Harden. Oui, c'est pour ça, il devait être dans un truc de strip et il a dit, la meuf s'appelait Messi, elle a dit le GOAT c'est Messi. Voilà, donc il a Josh répondu Hart. le truc, en fait. Josh Hart a tweeté, Donovan Mitchell, Bradley Beal. Qu'est-ce qu'on a d'André Jordan? T'as les Grizzlies aussi qui ont fait une petite vidéo avec une sorte pronostics, de quoi. sondage en live avec les joueurs. Vous êtes plus côté France ou Argentine? Non, mais c'est sympa. On voit quand même qu'il y a cette plateforme universelle du sport de très haut niveau où les stars s'admirent les unes les autres et on observe ce qui se fait même dans les autres sports. Quand tu es as les finales NBA, tu as la Coupe du Monde, tu as le Super Bowl, tu as tous ces événements où à un moment donné, tu es juste un fanatique de sport. Tu sors de ton prisme individualisé et tu apprécies tout simplement. Foot est mondialisé. Clairement, ça intéresse aussi la NBA. On rappelle, petite parenthèse, que la prochaine World Cup aura lieu du côté des États-Unis, Canada, Mexique et États-Unis. Des athlètes américains qui investissent dans des clubs de foot, que ce soit sur le territoire américain ou en Europe. Donc, il ne faut pas oublier, Carmelo Anthony avait investi du côté de Puerto Rico aussi. Donc, tu vois, on peut demander peut-être aux Américains le poids, justement, dernière question qui n'était pas prévue, mais le poids un peu de la Coupe du Monde aux États-Unis par rapport à ce qu'on vient de vivre. Est-ce qu'on sent qu'il y a eu un engouement aussi, la performance peut-être aussi de l'équipe américaine? Est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau du soccer, comme on l'appelle là-bas aux US? Melvin, comment? Oui, il y a clairement un engouement. Alors le fait que les Américains soient qualifiés, ça a forcément aidé, mais tous les 4 ans, on a cet engouement. Moi, j'ai plein de potes qui étaient ni argentins ni français, qui voulaient juste regarder la finale, qui étaient juste mais comme des dingues. Il y a, je pense, un momentum pour cette Coupe du Monde de 2026. Il y a eu beaucoup de progrès déjà sur le football féminin, hein, les filles qui sont championnes du monde côté américain. Et côté masculin, ça commence petit à petit
à monter en puissance avec la MLS. D'ailleurs, vous pouvez écouter le podcast Hype sur la MLS, qui est très très bien. Mais donc, je pense que ça va monter crescendo jusqu'à cette Coupe du Monde. Et puis, c'est un roster très jeune. C'est ça aussi qui est prometteur pour cette équipe américaine, c'est qu'il faut faire attention. On l'avait toujours dit, on en avait parlé lors de nos podcasts à l'ancienne, quand on avait créé et qu'on s'occupait de tous les sports différents. On avait toujours mis le doigt sur le fait que les États-Unis ont cette culture du triple sport, baseball, foot américain. On va en parler justement de la culture des sports US dans quelques minutes. Imaginons que certains de leurs meilleurs athlètes commencent à tomber en amour du foot. Et ça là, peut peut-être donner la quelque chose. peut être un petit peu chamboulée. Ouais. Bon, revenons au basket et à la NBA. On va rester du côté de la conférence Ouest, Melvin, puisqu'on va évoquer un joueur qui s'est exprimé il y a quelques semaines de ça, Damian Lillard, dans le d'accord, pas d'accord. Je baisse la pression. Cette rubrique qui est si chère à notre communauté, le d'accord, pas d'accord, on va introduire très vite la phrase d'un certain arrière de Portland qu'apprécie Fred grandement. Damian Lillard s'est exprimé il y a de ça 10 jours dans la presse, je vous lis la décla. Donc je pense que nous pouvons viser le titre. Nous avons un bon mélange de vétérans, expérimentés et de jeunes gars. Aujourd'hui, c'est la formule gagnante dans la ligue. L'ère des super teams est révolue en NBA. Avant de se poser la question de savoir si l'ère des super teams est révolue en NBA, donc d'accord ou pas d'accord avec cette phrase de Damian Lillard, on va essayer de définir ce que pourrait être une super team en NBA. On a quelques exemples récents, les Warriors avec l'arrivée de Kevin Durant. On peut déjà essayer de se poser cette question, est-ce que les Warriors avec Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green étaient une super team? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Pour moi, oui. Clairement. Ok. Est-ce que les Nets de Kevin Durant, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge et on va dire Blake Griffin étaient une super team? Pour moi aussi. Alors, sans James Harden, non. C'est-à-dire que LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, c'était des joueurs de complément, c'était des joueurs qui n'étaient plus dans leur, tu signes dans leur plus belle. des vétérans au minimum pour pouvoir avancer. Donc encore une fois, pour moi, en fait, moi, super team, c'est soit les Warriors qui agrémentent, entre guillemets, parce que c'est un peu réducteur pour KD, mais qui agrémentent leur équipe avec KD, soit tu reconstruis tout à zéro en prenant n'importe quel mec à partir du moment où il a un nom. Oui, mais si tu veux, pour moi, le nom ne garantit pas, on va dire, de la qualité sur le terrain. Mais d'où ce que dit Damian Lillard. Exactement. Oui, mais la définition, alors on en avait parlé un petit peu en coulisses, Fred, notamment avec les Américains. C'est pour ça. Parce que c'est pour ça que vous avez un truc de Rennes et pas moi. Non, mais on sait très bien que tu veux ramener le Eastback, alors Adam. Mais par contre, on avait un petit peu du mal justement à avoir un consensus sur la définition à donner. On a plutôt Antoine et moi qui disions une super team, c'est un amas de stars qui signent les unes avec les autres pour créer justement une super team. Alors que Melo est plus dans l'idée, peu importe comment cette équipe a été créée, que ce soit par la draft ou que ce soit par un recrutement de free agent, un LaMarcus Aldridge ou Blake Griffin qui arrive, peu importe que ce soit au salaire minimum, tant que ce sont des noms clinquants, ça fait une super team. Nous, on est vraiment dans cette définition où on se dit une super team est créée par l'achat. Une super team est créée par le fait qu'il y a des stars qui décident de joindre les forces pour créer cette super team, on va dire un peu à la Qatari avec le PSG, on achète les stars et on s'achète les trucs. Donc par rapport à ce principe, Blake Griffin, quand il arrive au Nets, c'est une superstar quand même. Non, ça n'est plus une superstar. C'est une superstar sur le nom. Il est largement sur le déclin, mais c'est une superstar. Alors, est-ce qu'on parle on parle du CV et de la finalité Hall of Famer d'une carrière ou on parle du jeu? Justement, Melvin, qu'est-ce que tu penses de la question d'Angelo et l'idée de s'associer superstar, non ou alors plutôt performeur? Je pense que c'est les deux, mais je pense que je comprends ce que veut dire Fred, c'est-à-dire que quand tu construis une super team et que tu as 3 ou 2 têtes d'affiche qui sont sur des contrats maximum, tu es obligé de signer des joueurs pour finir ton effectif au contrat minimum. Et on a souvent vu beaucoup d'équipes signer des vétérans, des joueurs qui étaient précédemment des stars pour rejoindre des équipes. On a vu par exemple chez les Warriors, David West signé au minimum. C'est pareil pour Aldridge, c'est pareil pour Blake Griffin. Alors, c'est plus des superstars ou des stars, on va dire des stars, vu qu'on a eu un débat sur le terme de superstar, à l'époque où ils signaient à Brooklyn, mais ils sont attirés par l'orbite de la super team.
On continue dans les super teams et ensuite on lance ce fameux d'accord pas d'accord. Le Miami Heat de 2012-2013 avec Ray Allen, Dwayne Wade, LeBron James, Rashard Lewis et Chris Bosh. Super team ou pas? C'est la création de la super team. Ok, cette équipe-là. Antoine, dis-nous. Ok. Donc clairement, et comme commençait à le dire Angelo, pour moi c'est là où on commence à voir la super team, c'est quand LeBron signe pour aller à Miami de Decision, et c'est clairement, il y avait déjà Chris Bosh, il y avait déjà Dwayne Wade, donc c'était vraiment pour créer ça, le bulldozer qui est censé écraser tout le monde derrière. Okay. Et c'est vrai que ça n'a pas complètement marché, même avec des joueurs en pleine force de l'âge. Et donc, je pense que c'est un petit peu ça ce que veut dire Damian Lillard, c'est qu'il y en a eu 10 ans à peu près de ça, et que là, on se tourne un petit peu vers notre modèle. Allez, on continue juste pour cette même saison. On rappelle que les Lakers, c'était quand même la saison 2012-2013 avec Steve Nash, Kobe, le regretté Kobe Bryant, Pau Gasol, Dwight Howard et Metta World Peace. Voilà, donc une équipe aussi qui n'a pas été malheureusement très, très performante. On a posé un peu les bases, difficile de se retrouver autour d'une définition. On reprend peut-être la fin de la déclaration de Damian Lillard. L'ère des super teams est révolue en NBA. Qui est d'accord avec les propos de Damian Lillard? Moi, je suis plutôt d'accord. Ok. Je suis plutôt d'accord aussi. Tu es plutôt d'accord aussi? Melvin? Je ne suis pas d'accord du tout. Ok, pas d'accord du tout. Waouh. Et Antoine? Calme-toi quand même, hein. Antoine? Je pense qu'en termes d'air, dans le sens où il y a plusieurs équipes qui vont essayer de faire ça, c'est plutôt vrai, c'est assez révolu. Je pense que le prochain CBA, dont d'ailleurs la date a été un petit peu repoussée là, va jouer là-dessus, va clairement faire qu'on va essayer d'éviter ça parce que c'est pas bon pour le modèle de la NBA, une ligne fermée avec des équipes qui dominent tout en haut, c'est pas très bon. Mais il y aura toujours un ou deux exemples de certains qui vont tenter le coup parce qu'il y aura toujours un propriétaire qui va lâcher beaucoup d'argent parce qu'il vient d'arriver, etc. Donc on continuera d'avoir de temps en temps des choses comme ça, mais ça ne sera pas une ère comme là ce qu'on vient de vivre pendant 10 ans. Très bien. On se fait un petit duel. Melvin face au Fred, le Fred, comme tu l'appelais la semaine dernière. On va commencer peut-être par Melvin. Melvin, 1 minute pour dépeindre tes arguments. Ensuite, on écoutera Fred Weiss. Et puis Angelo arbitrera un petit peu ce duel en donnant des arguments complémentaires. Melvin, quand tu veux. Déjà, moi, faut rappeler que la NBA est basée et construite sur des stars. Sur des stars, des superstars, des all-stars, tout ce qu'on veut. Et comme vient de le dire Antoine, tout GM ira toujours à la pêche au All-Star parce que c'est vu comme la voie rapide vers le succès. Alors, comme on vient de le dire, des fois ça marche pas du tout. Hello Brooklyn. Mais le risque en vaut la chandelle parce que sur le plan basket, sur le plan marketing, sur le plan commercial, ça peut faire très très mal. Si on regarde les finalistes et les champions des 10 dernières années, il y a quasiment que des super teams. Les Warriors de 2022, tu as 3 Hall of Famers, tu as Wiggins qui est All-Star. Les Celtics, tu as Tatum Brown, 2 stars, et le Defensive Player of the Year. Les Bucks, t'as Drew, Giannis, Middleton. Les Lakers avant eux, les Warriors de 2009 à 2015, les Cavs de la même époque, les Heat. À chaque fois, t'as besoin de ça. Si on prend cet été, quand Kevin Durant demande un trade, toute la NBA était prête à lâcher n'importe quoi pour aller le chercher, dont les Suns, ceux qui auraient fait une super team, dont le Heat qui aurait fait une super team aussi. L'été prochain, les Lakers vont avoir du cap space. Qui vont-ils aller chercher pour mettre autour de LeBron James et d'Anthony Davis? Merci, monsieur Des joueurs de seconde zone. Merci, monsieur Carsanti. Très belle, il est chaud, hein. Très belle plaidoirie. On va écouter Fred. Alors moi, je suis tout à fait pas d'accord. Tout simplement parce qu'en fait, ici, des équipes, pour moi, ne sont pas des super teams. Boston est une très bonne équipe avec effectivement 2 All-Stars et Defensive Player of the Year, mais le reste, c'est des très bons joueurs, mais ça ne fait pas partie d'une super team. Si à partir de 3, on considère que c'est une super team, dans ce cas-là, je peux te donner que raison. Mais moi, ce n'est pas du tout mon cas. Et après, il y a 2 choses. La première, il y a des équipes comme Golden State qui agrémentent leur équipe avec des joueurs parce qu'ils ont déjà des super joueurs, ce qui est une chose, et d'autres qui créent de toutes pièces. Quand je parle de super team, pour moi, c'est celle qui est créée de toutes pièces. Et le dernier exemple en date, tu l'as dit, c'est les Nets. Et honnêtement, moi, je ne fais pas une équipe comme ça pour perdre aussi facilement. Donc, je pense que c'est un mauvais choix. Ensuite, il y a le salary cap. Le salary cap pose un vrai problème pour avoir une super team. On est obligé de signer des vétérans, tu l'as dit tout à l'heure, des vétérans au minimum. Alors, est-ce qu'on considère qu'un Blake Griffin, c'est une superstar encore? Non. Donc, ce n'est pas une super team qu'on fait avec eux. On se bloque avec les salaires immenses des superstars. Donc, tu ne peux plus refaire des super teams, en fait. Il n'y a plus d'argent. Buzzer.
Est-ce que ça a convaincu Angelo, les arguments de Melo et de Fred? Avant de donner mon verdict, je veux juste compléter quelques éléments. Il y a d'un côté ce que met en avant Melo qui est extrêmement bien présenté et l'argument qui est supposé faire sa plaidoirie, qui est supposé lui valider son point, en fait, lui revient comme un boomerang. Si tout le monde procède de la même manière et si tout le monde construit de la même manière les équipes, comment on appelle ça quand il y a une énorme quantité de choses, cette abondance d'équipes qui procèdent de la même manière et construisent leurs équipes de la même manière en essayant d'allier 2 à 3 très gros joueurs sur le circuit professionnel NBA ensemble, si tu en as plus de 3, 4, 5 et que tu commences à en avoir 8, 10, on ne peut plus parler de super team puisque toutes les équipes se construisent comme des super teams. Donc le concept de super team ne s'applique plus puisqu'il n'y a plus de différence. Il n'y a plus, on va dire, cette époque des Heat où tu avais l'unique équipe dans la NBA qui était capable d'aligner 3 joueurs du top 15 comme Chris Bosh, Dwayne Wade, LeBron James. Et il n'y en avait pas une seule autre. Il y avait peut-être celle de Boston à l'époque de 2008 où tu avais Garnett, Allen et Paul Pierce. Et encore, il y en a qui vont peut-être remettre ça en question parce que tu te dis c'est tout de même pas au niveau de ce qu'avait le Heat. C'est pas au niveau d'un Klay Thompson, Kevin Durant et Steph Curry. Donc maintenant, on regarde toutes les équipes. Elles sont toutes construites. Tu as Rudy Gobert qui va aux Timberwolves pour aller avec Karl Anthony Towns et Edwards. Tu vas avoir du côté de Miami, Butler, Adebayo et on essaye de trouver une autre. Et toutes les équipes procèdent de la même manière. Alors, Donc pour moi, en partant de ce principe-là, tu ne peux plus dire que c'est une ère de super team. C'est une ère de trio plutôt qu'une ère de duo qu'on a connue avant, c'est tout. Et surtout, toutes les équipes maintenant procèdent de la même manière. Donc c'est difficile de dire que c'est une ère puisque tout le monde fait la même chose. Donc, réponse de Melvin et ensuite on avance un petit peu dans le débat. Il nous reste quelques minutes pour discuter de tout ça. Non mais pour moi, tu viens de nous expliquer que les équipes essayent de construire des super teams. Oui, donc, mais si tout le monde fait des super teams, est-ce qu'on peut dire que ce sont des super teams? Ça reste une des super teams. Après, on revient sur la question de la définition. Où pour moi, si on prend les Warriors d'avant KD en 2016 qui gagnent 73 matchs, pour moi, c'est une super team, même si ça a été du talent qui a été drafté. Mais ça reste une équipe qui a fait peur à toute la NBA au même niveau que le Heat avant eux. Après, je veux revenir sur la quote de Damian Lillard. Aujourd'hui, pour un gars qui a joué dans un petit marché, qui n'a aucune chance et qui n'a jamais eu aucune chance de gagner le titre, qui aujourd'hui sur le plateau, et levez la main si vous pensez que Lillard peut gagner le titre NBA avec les Blazers de la façon dont ils sont constitués. Ah non, mais là-dessus. Alors, après, c'est une autre question. Si on me pose la question par rapport à ce qu'il a dit sur la première partie, non. Mais en même temps, c'est pas parce que son équipe n'est pas construite correctement que c'est nécessairement une super team qui va gagner. Ça n'a aucun rapport. Alors justement, pour aller dans le sens de Damian Lillard, on n'a pas la suite de la déclaration, Melvin, je te relance tout de suite après. Mais dans sa déclaration complète, dans l'article, Damian Lillard explique qu'aujourd'hui, le mix parfait, c'est des vétérans avec, on va dire, des très forts jeunes joueurs. La jeune garde qui peut donner un peu d'énergie, un peu avec ce que les Warriors sont en train d'essayer de faire, pour justement être un peu plus performant. Voilà un peu l'idée et la direction dans laquelle veut aller Damian Lillard. Juste avant que Melvin reprenne, la définition de super team, c'est qu'on différencie cette équipe vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que tu as des très bonnes équipes, mais une super team, c'est supposé être une équipe qui est au-dessus des autres. Sinon, tu l'appelles une team. Sinon, tu l'appelles une team. Donc, si tu as 10 super teams dans la NBA, dans un championnat où tu en as une trentaine, tu ne peux plus parler de super team. La super team, c'était les 2-3 exceptions dont le concept même de super team a été créé de par le fait que tout le monde pensait que c'était association de stars. Une association. Oh, Durant va joindre les Warriors, super team. Oh, LeBron et Dwayne Bosh et Chris Bosh vont rejoindre Dwayne Wade, super team. Maintenant, il n'y a plus ce domaine. Allez, un mot avec Antoine sur le sujet. Je crois que tu t'es pas exprimé. Ensuite, on avancera. Je me suis exprimé juste au début, mais je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Il me semble que ce que dit Lillard, encore une fois, a du sens, dans le sens où je crois qu'on a bien fait le tour du sujet, quoi. Ça va plus être le modèle absolu. On a quand même vu, pour moi, les Bucks qui sont champions, c'est pas une super team. Les Suns qu'ils ont en phase 2, c'est pas une super team sur cette finale-là. Alors on va dire que c'est après le Covid, que tout ça, qu'il y a un petit peu des choses. Mais pour moi, Boston n'est pas une super team. Voilà, ça va continuer comme ça. Super team dans la vie. Et je vois pas autant d'équipes tenter le coup. Il y en aura encore une ou deux, c'est tout, quoi.
Non, mais le Heat n'est pas une super team dans la bulle. Les Heat ne sont pas une super team dans la bulle. Les Lakers ne sont pas une super team. Ça fait 3 ans que c'est pas une super team qui gagne. Oui, mais après, ça ne veut pas dire que si demain tu fais une super team, tu vas pas gagner non plus. Ce n'est bien sûr que bien sûr. De toute pièce, tu vas pas gagner. Bon. Je te dis, les lettres sont la preuve concrète que tu as construit. Si c'est un projet, par contre, de draft, etc. Les Warriors, tu draftes et en plus tu as un agrément de joueurs, oui. Okay. Parce que Melo, okay. Non, on arrête. Non, mais c'est une discussion très très intéressante. On va continuer. On a eu la chance, et Antoine surtout a eu la chance de rencontrer un joueur NBA suisse évoluant du côté d'Atlanta, Clint Capela. Il est dans notre ITV décalé. Il y a 2 semaines, lors du passage d'Atlanta du côté de New York et ensuite du côté de New Jersey, qu'Antoine a eu la chance de s'entretenir avec Clint Capela, l'intérieur suisse des Hawks d'Atlanta. Il était accompagné d'Emric Parker. On écoute ce long format et puis on en discute ensuite ensemble. D'abord, j'arrive en première année cadet, comme tous les autres, comme tout le monde. Et voilà, déjà, premier jour, c'est de la piste. Et voilà, mon conditioning, aérobique, je suis nul, j'arrive pas à courir, j'arrive pas à faire 3 tours. Et voilà, tout le monde y arrive sauf moi, je n'arrive pas. Au bout de 3,5, je tombe par terre, on me dit t'arrêtes pas. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que tout ça quoi, je connais pas. Et je me dis ça va être dur, j'espère que je vais pouvoir tenir. Et du coup, l'après-midi, après, ça passe au basket. Et c'est là où je vois que, en fait, basket parlant, j'ai des choses à faire. Et du coup, 3 mois après que la saison ait commencé, j'ai commencé à m'entraîner avec les espoirs. Et voilà, je commençais à dominer l'entraînement espoir en tant que première année cadet. Et c'est là où ils ont décidé 3 mois après, octobre 2009, de vouloir signer un contrat, une convention, je crois que c'est comme ça qu'on appelait. Et c'est là où ils me donnaient, c'était 60 € au départ. C'était 60 € par mois. Donc après, voilà, on était nourris, logés. Tout ce qu'on avait à faire à Chalon, c'était aller à l'entraînement, quoi. On avait besoin de rien, donc les 60 €, c'était de l'argent de poche, quoi. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Ensuite, ça va assez vite, c'est-à-dire ma 3e année cadet, je commence déjà à m'entraîner avec les pros. Même ma 2e année cadet, je commence déjà un peu à faire les entraînements du mardi avec les pros. Ma 3e année cadet, je fais la préparation avec les pros, je fais tout avec les pros. Du coup, je fais cadet, espoir et pro. C'était un peu de la surcharge, mais bon, j'aimais ça. Ensuite, j'étais l'année d'après en espoir. Ensuite, avec les cadets, on gagne le trophée de champion de France en cadet. Et en espoir, je ne suis pas sûr de ce qu'on a fait en espoir, mais je joue aussi en espoir. Du coup, ma 3e année cadet. Ensuite, la première année espoir, c'est là où je joue en espoir, je domine et je joue aussi avec les pros en Euroleague. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de bruit. Et c'est là où j'ai vraiment réussi à passer un cap et à signer mon contrat pro et à être le meilleur jeune de la pro. J'étais déjà assez haut dans les mock drafts, etc. Donc je savais que voilà, j'allais aller en NBA, il fallait juste que je reste vraiment concentré sur ce que je fais, rester en bonne santé, enchaîner les matchs. Houston me prend en 25e. Et je me rappelle en interview, on me demande qu'est-ce que je vais apporter à Houston. Je dis je vais apporter des rebonds, etc. Ils me disent mais ça on a déjà. Je me dis je sais pas, c'est ce que je vais apporter, on verra ensuite. Voilà, donc j'arrive à Houston, j'avais des petits problèmes à l'adducteur, donc voilà, je reprends pas tout de suite avec les autres. Le training camp, je le loupe, etc. Pour régler tout ça, je fais beaucoup de renforcement. Durant 2-3 mois. Et ensuite, dès que je reviens en bonne santé, c'est là où je suis envoyé en D-League avec les Rio Grande Valley à McAllen. Et voilà, c'est là où je fais environ 40 matchs là-bas en D-League avant de rejoindre les Houston fin février. Voilà, premier match, premier point contre les Raptors. Fin février de ma première année. Et ensuite, après ce match-là, je mets 2-3 gros dunks. Et ensuite, voilà, je suis resté dans la rotation. J'ai joué en play-off ma première année.
On allait en finale de conférence à l'Ouest contre les Warriors. Et c'est là où ma première année, j'ai eu la chance de défendre sur Stephen Curry. Et je me disais, c'est incroyable. L'année dernière, j'étais à Chalon et là, je me retrouve face à Stephen Curry en finale de conférence. C'était une grosse année pour moi. Mon ambition, c'est d'être le meilleur défenseur cette année, me donner les meilleures chances. Du coup, c'est ce que je fais. C'est vrai que quand tu es dans une équipe NBA où généralement il y a des gros stars, des gros noms, c'est dur de parler de défense des fois aussi. Où on est des grosses attaques en fait. Et quand tu es des grosses attaques défensivement, généralement il y en a très peu qui sont bien défensivement en tant qu'équipe. En tant qu'équipe, on n'a jamais été très très bon. Dans les équipes dans lesquelles j'ai joué, mais offensivement, on est très très fort. Donc c'est pour ça que défensivement, c'est jamais, je pense, c'était vraiment dans la conversation assez sérieusement. Et voilà, cette année, c'est vraiment un de mes objectifs, d'être dans la conversation, d'être dans une des teams, j'espère. Donc le meilleur moyen, c'est vraiment de continuer à gagner les matchs. Et je sais qu'on a de meilleures défenses que les années précédentes cette année. Donc j'espère vraiment que ça va continuer dans cette direction, quoi. C'était Clint Capela, à l'intérieur des Hawks d'Atlanta, qui répondait au micro d'Antoine Bancharel et d'Emeric Parker. Vous avez vu un petit peu l'origine, bien sûr, cette découverte du basket, son arrivée à Chalon et sa transition vers la NBA. Nous, on va s'arrêter sur son actualité, puisqu'en fin de sujet, il déclare vouloir être meilleur défenseur de l'année. Est-ce que c'est un objectif atteignable selon toi, Fred? Alors, pas cette année. Pas cette année. Pas cette année, alors pour plusieurs raisons. Déjà, il ne fait pas partie des candidats sérieux, en tous les cas pour l'instant. C'est considéré par les experts. Ensuite, il joue dans une équipe d'Atlanta qui est 8e, donc qui passe un peu sous les radars aussi d'un côté. Et il y a un autre truc, c'est que moi je trouve que Collins et Okongwu sont des très bons défenseurs. Et je trouve que ça dilue un petit peu son impact parce que quand il sort, finalement les deux autres peuvent prendre le relais et défendre très très bien. Encore une fois, il a des très bonnes stats défensives. Il est encore à plus de 12 rebonds, encore une fois. Il contre peu. Je crois qu'il est à moins d'un contre et demi. Ce qui est un peu peu, si tu me permets. Je peux. Et effectivement, je trouve que c'est un très bon défenseur sur l'homme. Il mériterait d'être considéré. Mais encore une fois, la saison d'Atlanta est tellement pas folichonne que je pense qu'il passe sous les radars. Une autre question, réponse courte, monsieur Zagarakis. Qu'est-ce qu'il lui faudrait justement pour être dans cette discussion de meilleur défenseur de l'année ? Je pense qu'il lui faut de la constance dans l'impact qui se traduise en victoire pour Atlanta. C'est-à-dire que, bien entendu, tu ne peux pas mettre sur ses seules épaules la responsabilité du succès défensif de cette équipe. Ça doit être un élan commun. Mais avec l'arrivée de DeJounte Murray, justement, avec le backup qui est le sien, ils ont, je pense, une ossature où ils pourraient développer tu vois, quelque chose de concret, sachant qu'il serait considéré comme la pièce centrale telle qu'un Rudy Gobert l'était du côté du Utah. Mais comme l'a dit Fred, ce n'est pas pour cette année. Par contre, s'il pose sa marque sur cette saison et qu'on l'ait déjà dans l'esprit pour la saison prochaine, il peut commencer comme étant un des favoris pour la saison prochaine et justement prendre, on va dire, la pole position en commençant sur les chapeaux de roue dès la saison prochaine. Il a un gros avantage, c'est qu'il défend bien sur l'homme et qu'il est bon en aide et qu'il peut switcher. Donc déjà, c'est un énorme avantage. Après, encore une fois, moi c'est la saison vraiment d'Atlanta qui le mine un peu. La réputation peut-être défensive aussi de la saison d'Atlanta qui aide pas. Melvin veut réagir, mais très rapidement, Melvin, on sait que tout ce qui est aspect tactique, défensif, offensif, ça t'intéresse. Dis-nous ce que tu penses de Clint et de son évolution. Non, mais moi, je voulais juste rapidement dire que Atlanta, c'est la 13e meilleure défense de la Ligue cette saison. Si tu regardes l'historique des joueurs qui gagnent le trophée de meilleure défense, tu dois être dans le top 3. Donc, tant qu'Atlanta ne sera pas à ce niveau-là, il a quasiment mais aucune chance. Même l'année prochaine, et vu comment le roster d'Atlanta est construit, même l'année prochaine, je pense qu'il aura malheureusement aucune chance. Donc, il part un peu de trop loin. Peut-être une All-Defensive Team ? Peut-être, à voir. On reste de toute façon encore en début de saison. Il y a pas mal de matchs à jouer. Il affirme ses ambitions. On verra s'il arrive justement à atteindre ses objectifs. Clint Capela, on remercie Emeric et Antoine pour ce moment. Et on va prendre un peu de la hauteur. On va discuter Team US versus Team France dans le débat de la semaine.
Alors, ça va être un débat un peu cross-culture, cross-sport. On va essayer d'aller au-delà du scope NBA pour se poser la question de savoir quel est le plus grand pays de sport entre les États-Unis et la France. On s'appuie sur plusieurs éléments. Déjà récents pour avoir ces discussions ensemble, justement les résultats récents des sports collectifs français. On va sur les JO 2021. Le hand est champion olympique, homme et femmes. Le volleyball est masculin, est champion olympique. Le basketball, vice-champion olympique. Les filles sont en bronze. Le foot, en 2018, est champion du monde. Le soccer, donc le foot, est champion du monde et vice-champion du monde donc en 2022. Le rugby, vainqueur destination 2022 et peut-être favori à une coupe, en titre de champion en 2023, puisque le championnat, la Coupe du monde aura lieu à Paris l'an prochain. Et puis on a aussi quelques résultats assez probant au niveau du classement des médailles, puisqu'on est entre les 5 et 10e place sur les Jeux Olympiques, et notamment ceux de Tokyo. Donc c'est pas mal. Il faut prendre la population aussi en compte. Exactement. Pour un pays qui est aux alentours des 70 millions. Un petit pays, complètement, en comparaison. En comparaison, oui. Voilà. Là où les Américains, au JO, c'est toujours très performant. Un premier en 2020, 113 médailles. Bon, les ligues, vous les connaissez, le baseball, la NFL, la NBA. On a parlé aussi du soccer. Il y a tous ces sports aussi un peu individuels. Exactement. Voilà, ça fait beaucoup. Ouais. On va se poser, au-delà des résultats, peut-être aussi la culture et puis les infrastructures. Peut-être aussi voir aussi comment la place du sport dans la société américaine. On va peut-être poser la question aussi aux Américains pour nous parler de tout ça. Question comme ça ouverte. D'abord en plateau, Fred, Team US ou Team France par rapport au pays qui serait le plus sportif entre les deux? Alors, il y a le paradoxe français. C'est-à-dire qu'en termes de compétition, en termes de résultats des équipes nationales, franchement, la France, elle n'a vraiment pas à rougir par rapport aux États-Unis. Sauf qu'ensuite, si on parle de l'importance du sport dans le pays, la France, c'est des rigolos. On est des rigolos. Okay. Les États-Unis, ils aiment le sport vraiment, ils le vivent, ils le pratiquent, ils vont le voir, ils vivent pour ça. Nous, on a l'impression que c'est toujours compliqué, que le sport, c'est pas suffisamment bien pour les bien-pensants français, qu'on est un peu la sous-catégorie de population. Et c'est pour ça que je parle de paradoxe, parce que malgré ça, on arrive à avoir des performances assez incroyables. C'est qu'un paradoxe, ou alors il y a quand même des éléments un peu factuels sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que la formation française a une expertise et permet de fournir des sportifs de haut niveau qui excellent après dans les grandes compétitions. Très bien en termes de formation. Ça, on l'a, il n'y a pas de problème. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a une très bonne élite et que notre base, elle est largement moins solide que la base américaine, en fait. Mais Fred c'est là qu'on est bon, justement. Toi, tu parles de la culture, et il a entièrement raison. Okay. Culturellement, regarde, la considération des athlètes, qu'est-ce qu'on va dire du sportif de haut niveau? C'est un benet, c'est pas le mec le plus intelligent, c'est pas forcément celui qu'on va recruter le plus. Il y a un petit changement de culture dans le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'entreprise où on commence à comprendre la valeur du sportif, qui est coachable, qui travaille en équipe, qui a des valeurs d'abnégation, tu vois, de combativité face à de l'adversité, de toutes ces choses-là. C'est hyper récent. C'est hyper récent. Aux États-Unis, qu'un sportif aille faire une intervention en entreprise, avant, c'était quelque chose d'impensable pour la France. Sur la culture, allons aux États-Unis tout de suite. On vient de lancer la thématique, en tout cas l'angle culturel. Antoine, aux États-Unis depuis plus de 10 ans, la culture US, est-ce que tu peux nous la décrire et en quoi elle est peut-être encore au-dessus de celle de la France par rapport au sport? Ouais, alors effectivement, il n'y a pas ce sujet du mépris intellectuel par rapport aux sportifs, puisque en France, on sait qu'on valorise excessivement tout ce qui est intellectuel et donc on estime que les sportifs sont moins concernés sur le sujet. Et donc ça a tendance à les rabaisser. Aux États-Unis, c'est déjà beaucoup moins le cas. Et surtout, en fait, ils apprécient le sport parce qu'ils apprécient l'aspect compétition du sport. Ils le pratiquent, pareil comme nous, on le pratique un peu en mode loisir. On va faire un jogging pour faire un jogging, etc. Quand j'en discute, c'est un petit peu les retours qu'on a, notamment des gens qui vont en France, et qui disent en fait, vous allez juste faire un jogging, mais en mode on se balade, quoi. Eux, même quand ils vont faire un jogging, on se met un objectif, il faut qu'on fasse tant de miles, il faut qu'on fasse en tant de temps, etc. Et donc, voilà, il y a toujours cet aspect activité, pas loisir, activité vraiment de compétition, d'objectifs, etc., de résultats. Et donc, je pense que c'est un petit peu la chose la plus précise, on pourrait dire un petit peu là-dessus, sur leur approche du sport. Et donc après, quand ils le consomment aussi du coup avec ces yeux-là. Ils ont une certaine appréciation par rapport à tout ça, mais qui fait partie de leur culture, qui fait partie de leur vécu individuel. Et après, le gros sujet, c'est le sport à l'école. Je vais passer la main parce que j'ai déjà été un petit peu long.
Alors, on va écouter Aymeric qui vit non loin de toi à New York et qui a été un petit peu dans les rues new-yorkaises demander au coach, donc les premiers éducateurs, sur justement cette notion un petit peu de philosophie et de culture sportive. Il y a pas mal de choses intéressantes. Je vous propose d'écouter ce sujet et on en discute ensuite ensemble. Bonjour Sylvain, bonjour à tous, bienvenue dans la Chronique Fraîche. Aujourd'hui je suis dans l'antre des New York Gauchos, dans le cœur du Bronx, là où les champions de New York ont été élevés. Et je me suis posé une question, pourquoi les États-Unis sont-ils si bons dans le sport? On est allé directement poser la question à des coachs ici à New York. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. Our competitive levels here gets pretty intense because we have basketball on a community against community, city against city, state against state, ethnicity against ethnicity. We have different levels of competition. So over a period of time, our athletes become prepared to compete on a global level because they've been doing it constantly throughout their lives. America used the slaves as entertainment. The slaves that were athletes, they were able to live a little bit better and were treated better by the plantation owners. That has been embedded into Black America to become athletes, and it has blossomed over time to create better athletes in Black America because that was their way of getting out. That was their way of getting a better education. That was their way of living a better life. I think the United States they excel a lot in basketball compared to, I guess, other countries because they play it all the time, especially in urban areas. They do it as a way of bettering their life or bettering their personal circumstance. So it starts with the drive, but the hunger to be great at it, the opportunity to do it all the time, all the way around. Again, I know my experience in Australia, it wasn't a great opportunity for people to use gyms. Even though they have great weather, they can go outside. In the U.S., you can do it outside, you can do it inside. As long as there's a court, they'll do it. Is it a New York against New York thing? Yes, this is New York versus New York, summer tournament. So again, especially in New York, guys play basketball 24/7, 365, and it's just a different type of hunger. It's part of the culture. Definitely, 100%. Thank you, Coach Mike. Appreciate it. Thank you. Voilà, tu as compris, les États-Unis c'est un pays différent, c'est un pays capitaliste, une économie de marché ultra-libérale, ultra-capitaliste, c'est un peu chacun pour soi, marche ou crève. Donc tu as besoin de ce sport pour t'en sortir, c'est un véritable ascenseur social. Et comme l'école en plus se termine à 15 h ici, eh bien tu as du temps. Donc le temps plus la volonté de s'en sortir, c'est ce qui fait vraiment la différence à mon avis aux États-Unis pour devenir un athlète de plus haut niveau. Et c'est pour cela qu'avec le pool de population énorme, ils sont quand même 330 millions, et la qualité de leur infrastructure et l'argent investi dedans, eh bien c'est comme ça qu'on arrive à avoir des basketteurs hors normes et même des athlètes hors normes, puisque c'est eux qui trustent très souvent tous les podiums des Jeux Olympiques. La chronique fraîche est déjà finie, on se retrouve très bientôt sur Sport en France. C'était donc Aymeric dans les rues un petit peu new-yorkaises du côté des New York Gauchos. Qu'est-ce qu'on pense de cette, toi qui en plus t'es formé aussi en partie aux États-Unis, cette culture un petit peu liée justement au fait que ça s'inscrit dans l'environnement et surtout dans la vie au quotidien au plus jeune âge, quoi. Non, mais il faut juste imaginer l'infrastructure autour du milieu sportif pour même les plus jeunes. C'est-à-dire que quand on imagine qu'à l'université, je jouais à Oregon State University, la salle c'était 10 000 places. 10 000 places. On avait la deuxième plus petite salle de la conférence qui en avait 12. Voilà, vous avez tout à savoir. Rien que ça, c'est un exemple concret. En championnat professionnel, il y a combien de salles de 10 000 places? Exactement. Et si vous voulez savoir les infrastructures d'entraînement, on avait une salle d'entraînement, une salle de musculation qui fait 2 fois la taille de la salle Marcel Cerdan de Levallois. En même temps, tu t'en es pas beaucoup servi. Hein. Non, mais c'est vraiment pour mettre en avant le fait que culturellement, la considération du sport, et ce que eux ils mettent en avant, c'est que
alors là, on est vraiment sur la communauté afro-américaine. Est-ce que ça représente au sein de cette communauté ou c'est quand même un moyen de vraiment mettre sa famille à l'abri ou de vraiment prendre un bon pli, entre guillemets, et d'avoir accès à l'éducation gratuite? C'est aussi quelque chose d'extrêmement important. On n'a pas du tout ce problème-là en France puisque c'est deux mondes totalement séparés. Donc, il n'y a même pas cette réflexion-là, si tu veux. Mais la logistique et ce qui est disponible et accessible, même de pouvoir aller jouer dans une salle. En France, d'avoir un gymnase accessible, Fred et moi, on sait très bien quand on organise nos camps, la difficulté, on doit être en association avec des clubs qui ont la volonté de mettre ça en avant pour leurs licenciés. Aux États-Unis, c'est porte ouverte, quoi. Venez. Evan aussi, qui tweet souvent et qui avait réagi justement sur ce défaut d'infrastructure en France et versus les résultats qu'on arrive quand même à obtenir. C'est vrai qu'il y a un vrai gap. Melvin, raconte-nous un petit peu et dis-nous surtout ce que tu penses, culture et surtout dimension infrastructure aux États-Unis. Est-ce que ça permet de justifier peut-être encore l'écart qu'il y a entre la France et les États-Unis? Bien sûr, moi, pour prendre le point d'Angelo, j'irais même à un échelon plus bas. Personnellement, j'ai joué en lycée aux États-Unis. Même au niveau du lycée, moi j'avais en Virginie à Richmond, on avait une salle de 2000-3000 places en lycée avec des infrastructures absolument dingues. Et après, je pense que même au niveau communautaire, il y a plein d'églises qui ont des gymnases pour pouvoir justement donner accès au sport. Alors que quand tu veux aller jouer, moi je me rappelle, pour essayer d'aller jouer en été en France quand j'étais adolescent, fallait aller sauter des grillages pour aller jouer sur des trucs dehors. Mais alors qu'aux États-Unis, tu peux tout faire. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Je pense qu'après, comme le disait Antoine, vu que c'est vraiment dans le système et dans le système scolaire, il y a aussi cet engouement parce que quand tu joues, que ce soit ton lycée ou ton université, tu es vraiment dans cette culture-là et du coup, ça te reste pendant toute ta vie. Et du coup, les gens, même quand ils arrêtent de jouer, ils supportent leur université parce que ça fait partie de cette culture américaine qu'on n'a pas forcément en France. Et il faut lire le livre du comte de Boudherbala, Sami Ahmedian, qui est super intéressant par rapport à ça, son aventure aux États-Unis, et il compare avec ce qu'il avait vécu en France. Et en fait, rien qu'en lisant ce livre, tu comprends la différence. Mais tu as une appartenance. Tu vois, tu parles des jackets, les bombers, la représentativité de ton université. Et on sait très bien qu'il y a très peu de personnes qui ont accès au sport NCAA au plus haut niveau. Quand tu parles, tu vois, des pourcentages, tu as combien de millions de jeunes athlètes lycéens et tu n'en as que moins d'1% qui ont accès après à la NCAA, mais ça reste tout de même conséquent de par la taille de ce pays. Mais cette appartenance-là, tu n'imagines pas, à Oregon State, on avait une communauté avec les papis, les mamies, les enfants, tout le monde qui venait aux couleurs de l'université parce que papy et mamie étaient à l'université il y a 45 ans. Juste pour recentrer un petit peu 2023 dans quelques jours, où est-ce qu'on peut situer les progrès français? Parce qu'il y en a quand même. La formation, l'accès au sport, les résultats. Je me dis qu'on doit être sacrément bon en formation quand même. Okay. Parce qu'encore une fois, pour avoir accès à faire du sport en France, mais il l'expliquait, on est obligé parfois de sauter des grillages, etc. Donc il faut vraiment que les mecs qui sont nos formateurs soient vraiment très très bons pour nous permettre d'avoir autant de joueurs dans beaucoup de sports co principalement, pour être aussi forts. Parce que tu dis, c'est incroyable. Tu dis, comment c'est possible sans infrastructure, ou en tous les cas, sans accès aux infrastructures, parce qu'on a quelques infrastructures quand même. Comment on fait pour en y arriver là? C'est pour ça que je parlais de paradoxe au départ, parce que c'est à n'y rien comprendre. Bon, faut espérer que ça dure. Parfois, je me dis que la France ne mérite pas ses sportifs. Hein. Mais tu sais, on a pour conclure, on a quand même, on va dire, un vase commun, si tu veux, au niveau de la génétique et des qualités athlétiques. La France est le pays européen le plus athlétique, de tout sport confondu. On a cet héritage de la mixité, on a cet héritage qui n'est pas, on va dire, pour les bonnes raisons, mais qui au final explique. En espérant que cet héritage puisse servir aux échéances qui arrivent, 2023 et surtout Paris 2024, pour justement peut-être s'inscrire dans une vraie dimension de pays de sport. Bon, on a compris que les États-Unis, c'était encore un autre monde, malgré les... Mais on peut les mettre quand même au JO, t'inquiète pas. Ça va être l'objectif. C'est possible. Clairement. On va ouvrir notre dernière chronique de cette émission de l'année. On va reparler même d'un certain Damian Lillard dans le focus de la semaine.
décidément très très bavard, Damien Lillard. On resitue un petit peu ses propos, là, c'était plus récent. On connaît Steph Curry, hein, le meilleur shooter peut-être de l'histoire, même sûrement de l'histoire de ce jeu, qui est loin devant tout le monde. Mais Damien Lillard, donc l'arrière des Blazers de Portland, s'imagine être numéro 2, alors, dans la conversation en tout cas, pour être juste derrière Stephen Curry. Vous voyez la déclaration. Alors on va essayer de se poser rapidement la question de savoir comment on peut le ranker, puisque dans les propos de Damien Lillard, c'est carrément même all-time, hein, dans la discussion des meilleurs shooters all-time. Alors il se décrit un petit peu comme Steph, c'est-à-dire être en mesure de prendre les mêmes tirs difficile et donc d'avoir des hauts pourcentages dans ce volume de tirs qui sont effectivement pas des tirs simples à prendre, hein. Soit c'est des buzzer beaters, soit c'est des shoots contestés. Très longue distance. Et voilà. Que penser de la déclaration de Damien Lillard et où le ranker en quelques minutes, Fred? Alors, j'ai du mal à le ranker aussi haut, ouais. Hein, mais il a un truc quand même pour lui. C'est un des joueurs les plus clutch de l'histoire. Concrètement, quand c'est justement sur les fins de possession, quand c'est très loin, etc., il est capable de te le mettre. Plus clutch que Reggie Miller, que Jordan? Alors que Jordan, non. Non, mais l'histoire, c'est ça. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord, mais on parle de clutch attitude sur le shoot extérieur. Okay. Et c'est vrai que dans les moments chauds, c'est souvent lui qui a le ballon. Il en a mis beaucoup. Il est répertorié, c'est pas moi qui le répertorie, encore une fois, c'est les magazines et les experts américains qui le répertorient parmi les joueurs les plus clutch de l'histoire. Okay. Donc, de ce point de vue-là, d'accord. Okay. Sauf que j'ai un problème de régularité avec lui. Quand je pense à un mec super régulier à 3 points, même si encore une fois son pourcentage il est loin d'être dégueu, hein, mais quand je pense à un mec super régulier, c'est pas du tout le premier nom qui me vient en tête. Encore une fois, j'ai envie de me dire, ce que je pense de Damien Lillard, c'est ouah, c'est chaud, il faut marquer un panier à 3 points, je donne le ballon à Damien Lillard. On doit faire une série de shoots, je suis beaucoup moins sûr. Voilà. Melvin, la comparaison Steph Curry-Damien Lillard dans la manière dont ils conçoivent le jeu et surtout la prise de tir. Alors, le jeu, déjà, je pense que c'est deux meneurs qui sont des meneurs scoreurs. Alors, Lillard est très, très fort, balle en main. Comme on l'a dit, c'est un super joueur, c'est un super joueur de pick and roll. Fred a noté qu'il est clutch. D'ailleurs, il pourra peut-être gagner le premier Jerry West Award qui va donner le joueur le plus clutch de la saison. Après, la plus grosse différence avec Steph, c'est que Steph est tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que Lillard, une fois qu'il n'a plus le ballon, il est plus aussi dangereux. Alors que Steph, quand il a le ballon qu'il n'a pas le ballon, il est toujours aussi dangereux. Et je pense que Steph prend des tirs à 3 points un peu partout sur le terrain, notamment dans les corners, alors que Dame est plutôt, comme on dit, above the break. C'est-à-dire qu'il est à 45 des deux côtés et en tête de raquette, mais il descend très rarement dans les corners. Donc c'est clair que c'est un des meilleurs shooters de la ligue, c'est un des meilleurs leaders, c'est un des meilleurs mentors de la ligue. Mais pour moi, je rejoins Steph sur la régularité, notamment en playoff. Oui, il a 2 buzzer beaters de série contre Houston, je ne me rappelle plus l'année, et contre OKC avec ce shoot à 10 mètres incroyable. Mais par contre, quand il est passé en demi-finale de conférence ou en finale de conférence, on voit que ses pourcentages d'adresse chutent et qu'il n'est pas encore à ce niveau d'un Steph qui peut être clutch n'importe où jusqu'en finale NBA. Élargissons Steph, Curry, Reggie Miller, qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans la discussion? Ray Allen, oui, Klay Thompson. Où est-ce qu'on met Damien Lillard là-dedans? Larry Bird, oui. Drazen Petrovic. Stojakovic. Stojakovic, voilà, bien regarde, entendu. on a le top 8. Top 8, Steph Curry, Ray Allen, il y a James Harden, on n'a pas parlé de James Harden également, Reggie Miller, Kyle Korver, Vince Carter, Jason Terry et Damien Lillard. Et puis, moi, par rapport à ce débat-là, alors on est dans mon domaine de prédilection, donc je suis un peu un puriste par rapport à cette considération-là. Je ne m'attarde pas simplement sur les statistiques ou sur la quantité de tirs pris ou sur la quantité de tirs marqués. Il faut prendre tout en considération. Clutch, c'est un élément essentiel. Fred a mis le doigt dessus et il a bien eu raison. Il y a aussi la technique de shoot pure. Ouais. Il y a la capacité de prendre les tirs sous tout type de format. Il y en a qui sont meilleurs en dribble, il y en a qui sont meilleurs en catch and shoot, il y en a qui sont meilleurs en mouvement, il y en a qui sont meilleurs en isolation. Steph sait tout faire. Est-ce que Damien est un peu son jumeau là-dessus? Pas son jumeau, c'est un cousin. C'est-à-dire que tu as Klay Thompson qui est l'équivalent de Steph en catch and shoot de ce que Steph est après dribble.
sachant que Steph est tout de même un catch and shooter exceptionnel aussi. Damian Lillard est quand même un ton en dessous parce que dans le catch and shoot, il n'a pas la même efficacité, il a besoin du ballon. Il n'est pas sur tous les spots à la même échelle. Klay Thompson l'est, Steph Curry l'est. Donc il a tout de même on va dire ce désavantage. Par contre, il a tout de même une capacité unique qui, dans cet angle-là, reste peut-être numéro 2 derrière Steph. C'est la distance de tir et son pourcentage avec la distance de tir. Là-dessus, il est vraiment les yeux dans les yeux avec Steph. C'est le seul joueur de la NBA qui est capable d'artiller quasiment 1 mètre derrière la ligne du milieu de terrain avec efficacité et amener un réel danger. C'est-à-dire que quand il commence à lever le menton, la défense est supposée le prendre au sérieux. Okay. Sur cette dimension-là, là-dessus, je suis d'accord. Mais sur tous les autres aspects du jeu, il a encore beaucoup de travail à accomplir. Mais sa carrière n'est pas terminée. Donc je pense qu'on pourrait avoir cette conversation d'ici 4-5 ans. Par rapport au shoot très lointain, ça ne force pas. Non. C'est comme Steph par rapport à ça. Il a vraiment cette mécanique où il n'a pas besoin de forcer. C'est effortless comme il dit. Tu vois, Antoine, pour conclure, Reggie Miller, c'est un joueur aussi que tu as suivi. Est-ce qu'on peut mettre un Damian Lillard là tout de suite, là maintenant, au-dessus d'un Reggie Miller? Oui, pourquoi pas. Je veux dire, Reggie Miller avait quand même un jeu où lui, c'était celui qui courait partout. Avant, il fallait que l'équipe soit vraiment à son service pour qu'ensuite il récupère la balle et aille mettre son tir plutôt en catch and shoot. Il me semble que, mais c'est parce que le jeu a évolué, évidemment. Lillard montre des qualités qui sont vraiment intéressantes. Les pourcentages de Reggie Miller sont bons, mais ils ne sont pas non plus de ce qu'on voit maintenant, encore une fois, parce que le jeu a évolué. Je me dis pourquoi pas. Après, on parle de débat là, on ne parle pas de voter, mettre ça sur le palmarès historique qui va rester pour l'éternité. Mais oui, pourquoi pas. Lillard, c'est un vrai super shooter à 3 points historique. C'est surtout un joueur qui manque pas de confiance. Hein. Ce n'est pas les premières déclarations qu'on lit d'Damian Lillard où il se met en avant. Et il a bien raison. Il croit même qu'il a gagné le titre. Alors, voilà. Dans une équipe qui n'est pas une super team, c'est ça? C'est ça. Mais tu sais, à la fin de sa carrière, parce qu'il a encore au moins 5-6 ans s'il reste en bonne santé devant lui, les chiffres vont continuer à augmenter. En parlant de chiffres, il est devenu d'ailleurs le meilleur scoreur de la franchise devant un certain Clyde Drexler, notre ami Damian Lillard. On va même s'arrêter là-dessus et puis on va remontrer le livre qu'on vous fait gagner sur Twitter, les légendes du basket de Rodolphe Godin, paru aux émissions Larousse. Pour le gagner, c'est sur Twitter. Il faut nous montrer vos plus beaux pulls de Noël et puis on élira tout ça et puis on vous donnera la réponse très bientôt sur les réseaux sociaux. On va remercier toute l'équipe de Sport en France pour nous avoir accueillis toute cette année civile 2022. On revient bien sûr en 2023, on va faire une petite pause de quelques jours, voilà, profiter un petit peu. En plus, il y a des cadeaux à livrer de la part de Fred. Merci beaucoup Angelo, merci les États-Unis, Antoine, Melvin, merci à Fred. On remercie également Romain Schindler et Lucien Jaron qui tient le coup à l'édition. On espère revoir tout ce monde dans quelques jours. Prenez soin de vous, bonne fête de fin d'année et on se retrouve très vite. Ciao. Oui, bonne fête. Bonne fête à vous tous.